Bonjour à tous, bienvenue sur MoveBee. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Noum Diawara. Donc merci Noum. Ouais, merci Gabi de m'accorder cette interview. Avec plaisir. C'est nous qui sommes très contents. Donc on va commencer à voir un petit peu tout ton parcours, toute ta carrière. Et j'espère que tu vas répondre à toutes nos questions. Je vais répondre à tout sauf cette question indiscrète. Bon, alors on va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, Noum, tu t'es forgé sur scène en faisant notamment les premières parties de Thomas Sisley. Oui. Et ensuite, tu as enchaîné également au Jamel Comedy Show. Donc, souvent, quand on fait des premières parties ou qu'on fait des shows avec plusieurs personnes, le public ne s'attend pas forcément à te voir. Donc, quel a été ton ressenti et voilà. Bah, en fait, quand tu fais une première partie, t'es la surprise. Donc, les gens souvent se disent bon. C'est la petite cerise sur le gâteau. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, on s'en fout. C'est pas lui qu'on est venu voir. De toute manière. Donc tu vas avec une pression, mais t'as toujours la pression d'essayer de faire en sorte que le public passe un bon moment. Surtout que quand tu fais la première partie d'un Jamel ou d'un Thomas Sisley à l'époque quand il jouait encore, c'est des gens qui ont un public, qui les aiment, ils sont fans. Donc si tu arrives à les choper à ce moment-là, c'est que tu as été bon. Donc ça fait plaisir aussi. Donc c'est intéressant. Et ensuite, tu as arrêté le Jamel Comedy Club Ouais. et tu as enchaîné avec le spectacle Amour sur place ou à emporter avec Amel Chabi. Ça a été un carton plein pendant à peu près plus de 2 ans, 4 ans, 4 ans déjà. Et voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi avoir justement proposé ce genre de spectacle? Bah, en fait, à l'époque, Amel et moi, on faisait beaucoup de stand-up. On avait commencé Jamel Comedy Club, ça faisait 2 ans, on faisait du stand-up, Casino de Paris, les tournées. Et Jamel avait ouvert le Jamel Comedy Club et le mardi, il y avait les scènes ouvertes. Et Amel et moi, on présentait les scènes ouvertes. Et c'est venu comme ça d'une impro sur le couple. On s'est amusé, ça a plu au public. Et tous les mardis, on avait une petite série. En fait, on disait aux gens, venez tous les mardis, on fait la suite de cet épisode de Relations amoureuses. Et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'on avait de quoi faire un spectacle. Donc on a trouvé un fil conducteur, on a fait un spectacle et on voulait faire le spectacle parce qu'on était dans une époque où on avait fait du stand-up pendant 2 ans, là on sentait qu'on avait un truc original qui sortait du commun et surtout qu'Amel et moi on adore les pièces de théâtre et on avait trouvé la pièce de théâtre qui nous correspondait et donc on s'est dit c'est ça là qu'on veut faire, donc on a arrêté le stand-up et on s'est lancé dans cette pièce là et pendant 4 ans on a joué 2 ans au théâtre du gymnase dans la salle de Bis en place, on a fait un film de la pièce et voilà c'est parti d'un délire et ça a pris et souvent c'est comme ça que les choses qui fonctionnent, c'est que ça part, c'est pas préparé. Ça part d'un délire, d'une impulsion et ça finit comme ça. Et donc on est très content d'avoir fait cette pièce et d'avoir même fait un film parce que c'est pas tout le monde qui fait une pièce qui après finit au cinéma. Donc on est fiers de ça. Et selon toi, le fait d'avoir fait justement un couple un peu arabo-afro, Ouais. c'est qui quand même un peu dans l'air du temps de ce qu'il y a souvent maintenant qu'on voit de plus en plus. Est-ce que c'est pas aussi ça la clé du succès de cette pièce? Ben, en fait, c'est que en France, on est le pays où il y a le plus de mariages mixtes au monde. 20% des mariages en France, c'est des mariages mixtes. Donc on connaît tous des gens qui sont en couple mixte, on connaît tous des enfants métis. Et c'est vrai que le couple rebeu-renois, il existe, mais on n'en parle jamais. Parce que Amel et moi, elle était rebeu, j'étais renois. Si Amel avait été chinoise, on aurait fait un couple genre renois-chinois. Mais ça s'est trouvé comme ça. Et en plus, il y a des trucs à dire à propos de ces histoires-là, de ces couples, du racisme entre communautés. Parce qu'on pense souvent que c'est que les blancs contre les noirs et les arabes, ou que les noirs contre les arabes et les blancs. Alors que même des fois entre immigrés, les gens, il y a des difficultés. Donc on voulait parler de ça. En fait, on a voulu parler de la vérité, de ce que nous on entend, ce qui nous touche et ce qu'on voit. Et je pense que les gens l'ont ressenti. C'est aussi pour ça que ça a bien marché. Bravo parce que j'ai pu la voir aussi la pièce et franchement nickel. Ah bah merci. Donc on enchaîne aussi, tu dis que tu as fait cette pièce a été aussi adaptée au cinéma. Ouais. Et voilà, il t'a fait aussi un très 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 gros succès. Si je te dis qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce que ça devient tout de suite à l'esprit là? Les potes. Je reprends ça au beau-frère dans le film et comment on s'est marré à le faire, comment on se marre encore aujourd'hui, hier j'étais avec Mehdi Sadoun et Frédéric Shaw, on est tout le temps ensemble, on s'appelle et non c'est une très belle aventure, très beau succès aussi et d'ailleurs on fait la suite l'année prochaine et un scoop, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu VS2 VR2 la semaine prochaine, donc c'est cool de retrouver tous ces potes là et un succès inattendu mais tellement agréable. Et bon, on sait que le film il a été vendu dans plusieurs pays, qu'il a 147 pays. Donc on s'imagine, pour être honnête, que c'est quand même une grosse enveloppe à la fin quand même. Non, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on est comédiens, on est payés. Après, le film il fait sa vie. On n'est pas, ça c'est les producteurs, c'est eux, c'est UGC, c'est eux qui, nous on n'est pas. D'ailleurs, j'ai lu un spectacle. Je le dis, mais tout le monde s'imaginait ça.
Tout le monde pensait que le film qui fait 12 millions, j'ai 12 millions d'euros sur mon compte. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais dans le métro? T'es pas dans une fusée? Bah non, je suis juste comédien, je suis pas producteur du film. Mais oui, parce que les gens, ils ont. En fait, on est trop touchés par ce qui se passe aux États-Unis. Ça va. On est en France, on n'a pas les mêmes. Tu crois vraiment que j'aurais été millionnaire, je suis en train de te parler là? Ça va pas ou quoi? Ça parle. Merci. Hawaï avec, sur la plage avec une ombrelle et un cocktail. En train de bronzer et nage avec des dauphins. Et du coup, ce film, quand même, t'a permis d'ouvrir d'autres portes au niveau du cinéma. Bon, je viens de le dire, il y aura la suite. Bon, ça permet que les gens du milieu me connaissent et qu'ils pensent plus facilement à moi. Donc ça, c'est déjà agréable. Mais surtout, le plus important dans ce film, c'est que les gens ont kiffé, quoi. Rien que le fait de voir toujours des gens qui m'appellent Charles, qui disent « Ah, trop bien !» Même tout à l'heure, on m'a dit « Trop bien le film !» J'ai fait une photo avec une fille de 8 ans. Elle me dit, c'est toi qui as fait, qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu? Ça fait plaisir. Donc ta journée, ma journée elle est faite après. C'est bon. Est-ce que tu penses que ce film t'a permis aussi de te révéler plus au sein de la France, du public? C'est vrai parce que même si je jouais, j'ai fait Jamel Comedy Club et je jouais à Amour sur place emporté, c'était à Paris avec une tournée. C'est très parisien. Quand tu fais un film qui fait 12 millions, là, tout d'un coup, pendant 4 mois, le film est sorti, on était dans toutes les affiches en France, la bande-annonce tournait dans tous les cinémas. Donc les gens m'ont reconnu grâce à ça. Donc c'est sûr que tu fais un film à 12 millions, c'est ça qui te... D'ailleurs, je pense que les gens me connaissent plus par rapport à Qu'est-ce qu'on a fait bon Dieu que par rapport à ce que j'ai fait avant, ma pièce et Jamel Comedy Club. Il y en a qui oublient que j'ai fait ça ou qui ne savent même pas. Donc c'est pour ça que les gens ils pensent que je fais du théâtre parce que j'ai fait Qu'est-ce qu'on a fait bon Dieu. Et comme si j'en faisais pas avant. Oui, c'est le problème. Et maintenant tu reviens avec un nouveau spectacle, Mon ex avait raison, où tu es l'auteur, tu es le metteur en scène. J'écris, je me mets en scène, je fais tout et je joue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette pièce? Cette pièce c'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire d'une rupture, un mec qui se sépare de sa copine et qui retourne vivre chez ses parents et qui à partir de là va essayer de rebondir et de... Une histoire vraie de toi? Ah oui, c'est toujours inspiré du vécu. C'est mieux. Là, t'as plus de motivation, de ferveur quand tu joues ton spectacle. Et est-ce que c'est un choix stratégique? Parce que souvent, on a vu Amour sur place ou à emporter, ça parle encore de quotidien, de couple, de love, de famille. Est-ce que là, est-ce que c'est un peu un point de vue stratégique? C'est plus facile d'écrire sur des choses comme ça pour toi, ou t'as un amoureux dans l'âme, il y a quelque chose à ce sujet-là ou pas? En fait, j'ai même pas réfléchi à ça en fait. C'est que moi, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de stratégie. J'écris ce qui me passe. En fait, une fois, je parlais à Pierre Palmade et il me disait, ce qui est relou avec vous qui faites du stand-up, c'est que quand vous faites de la promo, vous dites toujours la même chose. C'est vrai qu'un stand-up normal, il dit, bah oui, je parle de moi, ma famille, mes amis, mes aventures, tu vois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de... Et ça m'avait traîné dans la tête et je me suis dit, c'est vrai que si tu trouves un concept, tu arrives à raconter une histoire, c'est autre chose. Et puis j'ai eu ce fil conducteur de... En plus, ça m'arrivait, je me viens de me séparer, de retourner chez mes parents, je me sers de ce que je vis. Et malgré tout, ça ne parle pas que de ça, le spectacle, comme tu l'as vu. Tu vois, c'est aussi un prétexte pour parler de plein d'autres choses autour... Mais le fil conducteur, c'est ça. Et on parle de ça. Mais non, après, j'ai pas réfléchi. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une suite alternative de Amour sur place emporté. Mais je parle pas des mêmes choses dans ce spectacle-là que dans ce que je parle d'Amour sur place emporté. Donc, on parle pas d'histoire de couple mixte. En fait, tout le monde peut se reconnaître dans ce spectacle-là parce que à aucun moment on sait si mon ex elle est blanche, noire, arabe, chinoise ou. Et moi, voilà, c'est juste une histoire de couple. Et c'est pour ça que les gens s'identifient aussi parce que ça parle des relations humaines. Après, les relations humaines. Faire des siècles et des siècles de spectacles là-dessus, depuis Shakespeare ça s'arrête pas. Il n'y a pas un spectacle d'humoriste en France où au moment on ne revient pas à ce sujet-là. C'est la base. Et puis comme ça me tombait dessus à ce moment-là, qu'il y avait des trucs marrants à dire, je dis allons-y à fond. Je sais que là je pense déjà à mon prochain spectacle. Enfin je pense. Tu sais, des fois j'ai des flashs, j'ai des idées et je sais que ça parlera pas du tout de ça par contre. Pour l'instant. Dans les 20 premières minutes c'est pas ça en tout cas. Donc, et pourquoi, généralement, là, tu fais vraiment tout, tu écris, mais si tu devais vraiment choisir, tu préférais juste jouer ou écrire pour les autres? Non, je préfère jouer. Je préfère la sensation quand tu es sur scène, quand les gens se marrent, quand ça part en impro. Écrire pour les autres, je l'ai fait au début. Oui. Mais c'est frustrant. Parce que tu es dans la salle et tu regardes l'autre jouer, tu regardes l'autre prendre du plaisir, tu es là, moi aussi j'aimerais rigoler. Donc, non, je préfère jouer, largement. Et du coup, quels sont les projets? Est-ce que tu vas commencer une tournée? Là, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr que je reste au Théâtre La République. À côté de ça, je suis en train d'écrire, j'ai 2 scénarios en développement.
J'ai créé aussi à côté des 2 films là, qui sont presque terminés. Et voilà, après la tournée, fin de l'année, écriture, tournage. Les 2 films, tu peux nous dire un petit peu plus? Ah, pas tout de suite. Ah, faut d'abord que tout soit validé. Quand tout est validé, que ça part en production, là on peut en parler. Ah, bah, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle invitation, une nouvelle interview pour parler. Pour le film et tout ça. Ouais. D'accord. Et en ce moment aussi, il y a de plus en plus de comédiens et d'humoristes qui font apparition sur Paris, même ailleurs. Lequel qui te suscite un grand intérêt, ou même tu aurais envie d'écrire ou faire un spectacle avec lui, ou tout simplement rencontrer ou nous faire rencontrer? C'est le problème, c'est que quand tu joues toi-même, t'as pas le temps de voir les autres humoristes. Je sais qu'il y en a plein. Mais alors là, les nouveaux humoristes, je peux pas te dire, je les connais. Ça fait 1 an et demi que je joue mon spectacle. Tu sais, t'es focus sur ton spectacle, quoi. Donc là, dans la nouvelle génération, je sais pas trop. Il y a Nick Mukoko, Hervé Di Paris, Certes Mathurin, qui bossent bien. Donc ouais. Parce que là, souvent, de plus en plus dans les métros, on parle de plus en plus de Fary. Qu'est-ce que t'en... Oui, Fary, il est bon, Fary. Oui, je l'ai vu, Fary. Mais je l'ai vu il y a 2 ans, son spectacle. Ah, faudrait le voir, mais quand tu joues aux mêmes horaires que les autres, c'est compliqué d'aller voir le spectacle des autres. Non, Fary, il est bon, Fary. En plus, c'est un pote. Ah, très bon, Fary. Le nouveau Black. Le New Black. Bon, nous, on est les anciens Black. Fary, c'est le nouveau Black. On est les anciens Black, mais... Dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures aussi. Noun, je pense que tu as l'habitude d'avoir souvent des interviews, mais quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose en interview? Attends, je crois qu'on m'a déjà posé cette question aussi. Quelle question j'aimerais qu'on me pose en interview? Je sais pas, j'ai jamais réfléchi. Quelle question j'aimerais qu'on te pose? Vos cheveux sont naturels? Non, parce que tu peux toucher vos cheveux. Tu sais que des fois on m'a demandé mais c'est tes vrais cheveux? Je dis mais je suis un mec, j'ai des filles qui mettent des rajouts. Les mecs nous mettent des vrais cheveux. Ah non, il y en a qui font des fausses locks, c'est à la mode. Ah ouais? Ben moi c'est des vrais. Voilà. Et on me dit pas souvent est-ce que je peux toucher tes cheveux, parce que souvent c'est la question. Qui pose cette question là. Tu sais quel type de personne pose ces questions là? Et tu vas nous dire qui pose ces questions là. Ceux qui posent cette question là sont souvent ceux de race blanche, faut le dire ce qui est. Voilà. Est-ce que nous on a pas besoin? Est-ce que nous on a envie de toucher leurs cheveux même? Est-ce que tu sais quand je vois une blonde, on dit je peux toucher tes cheveux? Non. Mais pourquoi on se pose pas cette question, franchement? Pourquoi t'as jamais osé dire Pourquoi je toucher les cheveux des gens? Je sais pas si tu les as la merde de mettre mes mains dans tes cheveux. Non mais parce qu'en fait après c'est curiosité, c'est qu'est-ce que c'est la texture, la matière, mais bon, mais nous on a l'habitude, moi je m'ai jamais venu à l'idée d'aller demander aux gens est-ce que je peux toucher tes cheveux. Non, mais c'est chiant quand même quand on nous dit ça. Ça on dit. Non, je peux toucher, ça va. Moi on m'a dit je peux sentir. Sentir? J'ai dit pourquoi? Non, parce que c'est qui. Donc après j'ai fait sentir, elle m'a fait ah mais ça sent bon. Je me suis dit t'attendais à quoi en fait? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les gens qui ont des locks, comme quoi ils les lavent pas, tout ça, mais c'est pas parce que t'as vu 2-3 clochards avec des locks qui se lavaient pas les cheveux, d'accord? Mais les gens qui ont des maisons et des douches, tu laves les cheveux. Donc du coup, toi tes locks, tu les couperas pas tout de suite? Ah mais j'ai déjà coupé plusieurs fois mes locks. Parce que après j'aime pas quand ça fait trop long. Ça fait rastaman, je suis pas un rastaman. Et puis quand plus c'est long, plus on me demande de la drogue dans la rue, des feuilles, les contrôles de police ils augmentent. Donc je préfère toujours les couper pour qu'ils arrivent là. Voilà. Pas plus. Non mais voilà, là c'est même ça fait longtemps, ça fait un an que j'ai pas coupé, tu vois là c'est un peu trop long même. Mais moi je fais un carré. Faire comme toi, je fais un carré. Carré ça fait bien. On arrive un peu à la fin de notre interview, mais j'ai quand même une question assez importante. Et donc en fait, c'est bien souvent nos familles, notre entourage, ils nous soutiennent pas autant qu'on aimerait. Parce que voilà, le monde artistique souvent, je peux comprendre qu'ils ne nous soutiennent pas. Parce que même moi quand j'ai commencé, mes parents m'ont dit qu'est-ce que tu fais? Mes parents m'ont dit tu vas aller faire est-ce que tu as vu des noirs à la télé? Non mais c'est vrai, c'est ce que mes parents me disent, c'est une lubie. Nos parents sont venus en Afrique ici pour travailler, avoir des trucs, et ils voient ton enfant qui se lance dans le saltimbanque et la vie de bohème. Ils disent, nos parents ils veulent des CDI de 5 à... c'est quoi un CDI? C'est le mec qui est déconnecté. C'est de 8-9h à 17h. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des CDI, ils veulent la sécurité, qu'on achète une maison, on fasse des enfants, tu vois, on a un crédit, tout ça. Là tu pars dans un truc où t'as aucun modèle. Donc c'est pas qu'ils nous soutiennent pas, c'est qu'ils ont peur. C'est tout simplement ça, ils ont peur, ils disent ouais mais est-ce que ça va réussir? J'ai pas envie que mon fils soit en galère. Donc si maintenant tu es aux États-Unis et tu vois qu'il y a toute une communauté de showbiz, des acteurs noirs, des chanteurs noirs, des producteurs noirs, des metteurs en scène, tu vois, tu te dis bon, il va travailler avec ces gens-là et c'est vrai. Mais en France, on n'est pas beaucoup. Tu vois, oui, il y a Omar Sy, mais normalement il devrait y avoir 20 Omar Sy en France. C'est clair. Tu vois.
Et c'est pour ça que c'est plus une peur qu'un manque de soutien. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes qui essayent, mais voilà, qui sont pas forcément autant boostés ou qui n'y arrivent pas, ou justement. Moi, je moi. Et par exemple, je faisais Jamel Comedy Club, comme un temps, elle m'a dit, mais j'ai vu une Noom à la télé. J'avais rien dit. Hein. Non, mais en fait, faut pas lâcher le steak. Si tu sais c'est ce que tu as envie de faire, il faut te donner à fond. Faut pas lâcher. C'est des phrases qui ont l'air con comme ça. Mais je te jure que on n'a pas lâché. On n'avait pas de taf, on y allait quand même. On savait. Moi, quand j'ai fait cette taf-là, je savais même pas que j'allais gagner ma vie de ça. Et je l'ai fait parce que c'était mon kiff et que je voulais monter sur scène, que je voulais me marrer. Et moi, j'aurais continué même s'il n'y a pas eu Jamel Comedy Club en fait. Tu vois, là aujourd'hui les gens voient Jamel Comedy Club, ils me disent ah il y a un truc. Mais moi quand j'ai commencé il n'y avait pas de Jamel Comedy Club. On a créé le Jamel Comedy Club avec Jamel à l'époque, donc on est parti à l'aventure. C'était un peu inconscient, insouciant, mais à force de travailler, on a fait en sorte d'être visible. Et c'est ça, donc c'est une question de travail. Les gens disent ouais mais je te jure que c'est le travail, se remettre en question, ne pas lâcher le steak et y aller quoi. Même si parfois les gens disent ah. Merde. Est-ce que tu as un coup de gueule? Non. 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 Tu sais, moi, j'ai pas de télé, je regarde pas les infos. En fait, j'ai arrêté de regarder tout ça. Et je vis mieux. Je te jure que je vis mieux. En fait, après, c'est pas très mature, adulte, parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui nous entoure. Mais s'il y a une personne qui le fait pas, ça va, c'est pas grave. Moi, j'ai arrêté. Je vis bien. Tu vois, comme ça, j'ai pas de coup de gueule. Comme ça, je fais que des ondes positives, des bonnes ondes. Voilà. Écrire des blagues, écrire des scénarios sympas. Voilà, des vannes d'actu, tout ça. Je passe à bas. Je crois que c'est la merde, hein. Mais tant que je le sais pas, je l'ai pas lu vraiment, pour moi tout roule. Voilà. D'accord. Donc du coup, merci beaucoup Noun d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Voilà. Donc tu joues encore ton spectacle jusqu'à la fin de l'année qui est au théâtre de... Le République, place de la République, tous les vendredis samedis jusqu'en juin. Eh ben écoute, on te souhaite beaucoup de courage et que on croise les doigts que ça aille, que ça continue et que tu tournes à travers la France, même au Dôme et en Afrique. Bah oui. Ça serait vraiment bien. Et pourquoi pas même faire peut-être gagner des petites places pour ceux qui nous suivent, ma foi. Vas-y, on peut mettre 2 places, 3 places, 4 places. Et commencez pas à gratter, vous connaissez vraiment. Ça, après, la famille de... Donc voilà, peut-être 2 places à gagner, donc à suivre. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Noun et on te souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour l'avenir et l'émission, les interviews, tout ça, plein de bonnes choses, plein d'autres interviews qui fonctionnent. Eh ben c'est gentil. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite. Donc à bientôt. Ciao.